Bonsoir à tous. Le ministre des Transports, Amadou Koné, réagit à la polémique sur la réglementation des VTC. Il rassure, les voitures de transport avec chauffeur ne disparaîtront pas. Il annonce par ailleurs une rencontre prochaine avec les acteurs de ce secteur. Pour s'assurer de la fiabilité du recensement de la population et de l'habitat, une enquête post-censitaire a démarré lundi. Quel est son mode opératoire? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, 2 mois après le coup d'État, l'Assemblée législative de la transition a pris fonction. Selon les résultats préliminaires du RGPH, la population ivoirienne est estimée à 28 millions d'habitants. Pour s'assurer de ce chiffre, une enquête indépendante post-censitaire a démarré lundi. Elle se poursuivra jusqu'au 15 avril prochain. Comment opèrent ces enquêteurs sur le terrain? Élément de réponse dans ce reportage de Nadja Eja et Tanguy Kona. L'enquête post-censitaire est une opération de dénombrement qui intervient après un recensement sur des zones ciblées de façon aléatoire. En cours depuis le 21 mars en Côte d'Ivoire, elle va permettre de détecter les éventuelles erreurs du 5e recensement grâce à une comparaison des informations recueillies avec celles collectées lors de la grande phase du dénombrement. Ce matin à Cocody Blocos, Despiel Angola, superviseur des zones de Cocody et Bingerville, fait un débriefing avec ses enquêteurs. Il se prépare à visiter les familles, comme tous les matins depuis 2 jours. En réalité, ce n'est pas un recensement nouveau, c'est une enquête qui doit permettre de vérifier la qualité des données recueillies. Le premier questionnaire lors du dénombrement était très long, et donc celui-ci est réduit, mais il y a des questions quand même qui diffèrent, vu que là, on veut pouvoir capter les personnes omises, et on veut pouvoir se rassurer d'autres variables. Il y a des variables comme l'âge, le sexe qu'on reprend, pour s'assurer que c'est les mêmes personnes, les mêmes ménages, qu'il n'y a pas eu de filtration. Après les instructions, première étape, la numérotation des portes, puis l'interview. Ici, vous voyez le recensement de la population 2020. Ici, vous voyez EPC, donc enquête post-censitaire 2022. Le ménage est présent ici, et ici aussi les présents. Donc on va maintenant comparer les informations pour s'assurer que le même ménage qui a été recensé, s'ils étaient 5, ici, s'ils sont 6, on va maintenant chercher à savoir la 6e personne. Est-ce qu'elle est nouvellement venue? Est-ce qu'elle est née après le recensement? Lors du premier dénombrement, ce chef de famille n'a pu rencontrer physiquement les agents, bien que sa maison ait été visitée. C'est donc rassuré qu'il répond aux enquêteurs. Je n'ai pas été pris en compte lors du premier recensement parce que j'étais en voyage. Je suis content, je suis sûr au moins que je n'ai pas été mis à part, écarté. J'ai été pris en compte, ça me fait plaisir. Je sais que le nombre qu'on va donner là, il serait dedans obligatoirement et ça me fait déjà plaisir. Pour espérer des données fiables, rien n'est laissé de côté. Le nombre de décès, de naissances, de départs, depuis le précédent dénombrement. Tout est passé en revue. Et c'est ici, dans ce bureau, que s'effectue la correspondance des résultats. Les agents que vous voyez là sont des agents apparieux. Ils ont la base du recensement et ils ont également la base qui va venir du terrain par rapport à l'enquête. Donc ils vont matcher les 2 informations. Et en ce moment-là, s'il y a un matching, on dit que la personne est recensée et enquêtée. Là, c'est bon. Ça nous permet de calculer ce qu'on appelle la couverture de notre recensement. Les cas où on ne pourrait pas retrouver les personnes au recensement, ça veut dire que c'est des cas d'omission. En ce moment-là, ça va générer ce qu'on appelle le taux d'omission. Et en fonction du taux d'omission, il y a des redressements qu'on pourrait faire. Ouverte depuis ce 21 mars jusqu'au 15 avril prochain, l'enquête post-censitaire va concerner 323 zones sélectionnées de façon aléatoire sur l'ensemble du territoire national. Depuis 2017, la Direction générale des impôts s'est digitalisée avec la création du e-impôt, un portail de paiement des impôts en ligne. 5 ans plus tard, la directrice générale dresse le bilan dans cet élément de Mythilène Légré et Tanguy Kona. Depuis sa mise en service en janvier 2017, le e-impôt compte aujourd'hui 50 000 utilisateurs. Si ce mode de paiement améliore les démarches fiscales, il n'est pas sans contrainte pour certains contribuables. C'est le cas de ce comptable qui est confronté souvent à des difficultés lorsqu'il paie ses impôts en ligne. Je voulais payer les impôts, je ne pouvais pas payer.
J'ai signalé, on m'a fait savoir que le problème c'était à eux le niveau, jusqu'à ce que la date butoir passe. Et malgré que la date butoir est passée, parce que quand la date butoir passe, il y a des pénalités. Donc quand c'est passé, ils ont appliqué les pénalités. C'est pour aider les utilisateurs à résoudre ces difficultés et apporter des précisions sur les procédures d'utilisation que le responsable en charge des téléservices de la Direction générale des impôts a été invité sur la tribune de Tout savoir sur du CICG. Quand il y a des cas d'erreur, il faut avoir le réflexe de nous saisir. Tout à l'heure, nous avons donné plusieurs canaux pour nous saisir, soit par téléphone ou par email, pour nous notifier la difficulté que vous avez. Parce que si on ne sait pas, si on n'est pas saisi de la difficulté que vous avez, naturellement, on ne pourra pas donner la meilleure réponse qu'il soit. Lorsqu'on sollicite une demande de régularité fiscale, ça va faire l'objet d'une analyse en back-office au niveau de votre service de gestion. Et donc, c'est ce service-là qui va apprécier et faire la validation qu'il faut. Après 5 ans de mise à disposition, la Direction générale des impôts juge le bilan satisfaisant. Elle invite les contribuables à adhérer massivement à ce portail qui offre de multiples avantages. Une disparition qui affecte toujours la Côte d'Ivoire et en particulier la jeunesse ivoirienne, celle d'Ambak, Ahmed Bakayoko, un homme qui savait s'adresser aux jeunes, qui savait parler leur langage. À l'occasion de l'an 1 de son décès, la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire lui a rendu un grand hommage. C'était au Palais des Sports de Treichville et en présence de Nadja Eja et Tanguy Kona. Treichville, Palais des Sports. Des milliers de jeunes et de femmes rassemblés dans le cadre de la commémoration de l'an 1 du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Quand on regarde tout ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne, donc c'était vraiment important pour qu'on puisse venir ici lui rendre un vibrant hommage. Organisé à l'initiative de l'association Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, cet événement se voulait celui du rassemblement et de la mobilisation autour de la mémoire de celui qui était appelé le Golden Boy. Pour la jeune fille et la jeunesse ivoirienne, Ahmed Bakayoko demeurera à jamais un modèle, une source inépuisable d'inspiration. La cérémonie a rassemblé des proches, amis du défunt, mais aussi des militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la formation politique à laquelle appartenait Ahmed Bakayoko. Il est né à Djamé, il a fait l'enfance à Djamé, il a fait l'école secondaire à côté de vous à Treichville, à l'avenue 21. Et à partir de là, il est devenu ce qu'il était. Il est devenu ministre de la République. Il est devenu Premier ministre de la République. Ça veut dire que chacun de vous ici, d'Adjamé et tous les quartiers que je lis à propos, vous pouvez devenir demain, comme Ahmed Bakayoko, des ministres, des premiers ministres de cette République. C'est la valeur que je retiens. Décédé le 10 mars 2021, Ahmed Bakayoko était un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. L'homme était connu également pour sa présence à la tête d'entreprises de presse et de médias et pour son soutien au monde des arts et de la culture. Il n'est pas question pour le gouvernement d'interdire les VTC, c'est ce qu'annonce le ministre des Transports en réaction à la polémique sur la réglementation des voitures de transport avec chauffeur. Dans un communiqué, Amadou Koné fait des précisions et annonce une rencontre avec les acteurs du secteur. Mardoché Kwasi. Le gouvernement ivoirien a, dans le cadre de l'assainissement du transport public routier et de la lutte contre la concurrence déloyale, adopté en Conseil des ministres du 15 décembre dernier le décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 portant organisation des transports publics particuliers de personnes. Dans l'optique de la mise en œuvre effective de ce décret, l'Autorité de régulation du transport intérieur, ARTI, a produit un communiqué le 15 mars dernier en vue de rappeler aux opérateurs concernés les différentes dispositions de ce décret. Un communiqué qui a entraîné une vague de réactions, accusant notamment le ministère des Transports de vouloir interdire l'activité des VTC. Dans une déclaration parue sur sa page Facebook, le ministre Amadou Koné, en charge des Transports, a recusé cette assertion, indiquant qu'il n'a jamais été question d'interdire les VTC. Les VTC ne disparaîtront pas, car ils constituent non seulement une source d'emploi, mais également un pas de plus vers la modernisation du transport routier des personnes. Et le ministre Amadou Koné d'ajouter « Nous sommes dans une phase de régularisation pour ceux qui ont enfreint à la réglementation. L'État aurait pu demander de cesser leurs activités, mais il est apparu nécessaire au gouvernement de sauvegarder des emplois et de privilégier
le transport des Abidjanais. Pour le ministre des Transports, les différentes interventions de ces dernières semaines sur la question des VTC est une contribution au débat entre son département et les opérateurs du secteur. Des discussions qui vont se poursuivre à partir de début avril. Par ailleurs, face au succès fulgurant des VTC, les taxis aussi sortent leur nouvelle arme. Elle s'appelle Mowoyo, une application 100% ivoirienne qui vient répondre aux problèmes d'insécurité dont se plaignent certains clients. Leur reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Joachim Kwaku Kwasi est chauffeur de taxi depuis 2 ans. Il est inscrit sur la plateforme Mowoyo qu'il utilise depuis près d'une semaine. Et pour l'instant, ce n'est pas la grande affluence. Même si du point de vue de Joachim et de ses camarades chauffeurs, ce nouvel outil s'annonce salutaire. Ça m'apporte un plus dans ce sens que je ne roule pas trop à vide. Je peux avoir des commandes. Si je n'ai pas de commande, un client peut m'arrêter, on discute. Ça permet aussi d'identifier les brebis galeuses qui agressent, aussi qui sont discutoires envers les clients, puisqu'il y aura une caméra à bord des véhicules. Donc cela est un plus pour nous et une sécurité aussi pour les clients que nous transportons. Les populations, elles, ignorent encore l'existence de cette plateforme. Tout en saluant son avènement, elle reste sceptique quant à sa capacité à résoudre certains problèmes. C'est une belle initiative pour l'instant, mais moi, à mon avis, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. La pauvreté du taxi et puis l'insécurité aussi, ça peut faire une petite partie seulement, mais pas totalement. L'indiscipline des chauffeurs, et puis le manque de propreté, et puis l'accueil aussi. Mais souvent, dans des moyens, tu montes la carrosserie. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, souvent c'est complexe. Bon, le moteur souvent peut te lâcher en route. Le chauffeur lui-même qui n'inspire pas confiance. Bon, c'est tout ça. Ça ne peut pas régler tous ces problèmes à 100%. En créant l'application Mowoyo, les propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs se retrouvent dans la même configuration que les véhicules de tourisme avec chauffeur, en abrégé VTC, soumis à de nouvelles règles à la suite d'un décret pris récemment en Conseil des ministres. Un décret salué par les propriétaires et gestionnaires de taxi-compteurs qui ne se sentent pas concernés par les nouvelles dispositions. Nous nous réjouissons pour ces décrets-là. C'est plus que juste. Celui qui ne peut pas faire ce qu'on demande là, c'est simple. Il n'a qu'à se convertir en taxi orange pour faire encore le transport. Et en faisant le taxi compteur, c'est le social. Voilà. Donc nous sommes d'accord avec cela. Nous sommes d'accord, le désordre là. Arrivé à un moment, il faut mettre fin au désordre. La plateforme Mowoyo a été initiée par l'Association des conducteurs de taxi-compteurs pour prendre en marche le train de la digitalisation afin de mieux faire face à la concurrence et rassurer la clientèle face à la psychose d'enlèvement, d'agression et de vol attribuée à tort ou à raison aux Et puis c'est une grande perte pour la musique ivoirienne. Jean-Roger Adom, l'une des plus belles voix du Zouglou, a pris un aller sans retour hier à l'âge de 54 ans. C'est dans une grande émotion et une profonde douleur que ses amis, proches et admirateurs se sont confiés au micro de Saïdi Mamadou et Harouna Zebar. Comme une traînée de poudre, la nouvelle glaciale de la disparition de Jean-Roger Adom, lead vocal du groupe Zouglou Maker, a envahi la ville d'Abidjan. À Adjamé, Saint-Michel, le quartier d'origine de la star, les habitants ne réalisent pas encore ce départ de l'artiste. Il a tout pour moi, vraiment, je suis pas depuis hier. Quand ma fille m'a dit, maman, c'est pas bon pour toi. J'ai dit, pourquoi c'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui se passe, c'est pas bon pour moi? Quand elle a dit Jean-Roger, j'ai dit, j'ai crié comme ça ici depuis hier. Je ne suis pas dans mon assiette. Quand il vient, voilà, le maquis à l'épée, c'est eux-mêmes qui ont donné le nom, le maquis à l'épée. Donc quand il vient, voilà son bâtiment. Voilà, quand il vient, voilà ses images. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Quand il vient, c'est là, devant ma maman qui garde sa voiture. Il va saluer tout le monde. Il se met bas comme un enfant pour te saluer. Vraiment, que Dieu l'accorde le repos si c'est vraiment réel cette mort. Resté longtemps dans l'ombre, Roger Adom était bien connu pour son engagement et ses actions en faveur de la musique en général et du Zouglou en particulier. C'est une grosse perte pour nous
parce que l'esprit de Jean Roger a révolutionné le Zougou en orchestre. Le premier orchestre qui a sorti un album qui a fait boum. À Cocody, nous retrouvons David Tailloro, visiblement encore sous le choc de la disparition brusque de celui-là qu'il appelle affectueusement son petit frère. C'est lui qui lui a donné sa chance dans la musique. C'est très difficile pour moi de parler de Jean Roger au passé, parce que pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, on se parlait. On parlait encore de projets, tout ça, puisqu'il y a le dernier album de The Glue Makers qui doit sortir, sur lequel je bosse. Ses amis n'en reviennent pas, eux non plus. Installé en France, un de ses plus proches amis raconte leurs derniers moments passés ensemble. Voilà, c'est un pan de ma vie qui s'effondre. J'ai mal au plus profond de moi. Je pense à ses enfants, à sa femme, à sa famille. J'ai mal. Voilà, que Dieu garde l'âme de mon frère. J'espère que l'aventure continuera pour le groupe parce que Jean Roger a impacté positivement ce groupe-là et je pense qu'il faut que ça continue pour ne pas tuer une deuxième fois Jean Roger. Annoncé tard dans la nuit du mardi 22 mars, les causes du décès de l'artiste n'ont pas été communiquées. Ses proches annoncent qu'il ne présentait aucun signe de maladie avant le malaise qu'il a emporté. À l'étranger, au Burkina Faso, 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, l'Assemblée législative de la transition a pris fonction, présidée par Aboubacar Toguieni, un professeur de 58 ans. Il a inscrit son mandat, je cite, dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Le récit de Saïdi Mamadou. Cette assemblée de 71 députés est chargée de voter les textes des réformes prévus pendant la transition. La séance s'est ouverte au siège du Parlement à Ouagadougou, en présence des membres du gouvernement de transition nommé le 6 mars dernier par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À la tête de l'organe, l'enseignant-chercheur Aboubacar Toguieni, 58 ans. Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Il présidera pour une durée de 3 ans les 70 députés, dont 14 femmes, que compose cette assemblée. L'hémicycle de la transition est aussi composé de visages bien connus de la scène politique burkinabé. Luc Adolphe Tiao, dernier premier ministre de Blaise Compaoré, renversé en 2014 par un soulèvement populaire, après 27 ans au pouvoir, est l'un de ceux-là. Au regard de la situation sécuritaire, la situation économique et sociale, nous avons du pain sur la planche. Nous devrons accompagner le gouvernement de la transition dans sa ferme volonté de libérer notre pays de l'emprise terroriste qui aujourd'hui fait que notre pays va très mal. La mise en place de cet organe législatif fait suite à l'adoption début mars d'une charte de la transition élaborée après une concertation entre la junte au pouvoir et les forces vives de la nation, partis, syndicats, société civile. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.